Dans cette séquence, on va parler de la procréation, troisième cours dans la partie reproduction du programme de troisième année sciences expérimentales, quatrième année pardon, sciences expérimentales et quatrième année maths. C'est un cours où il y a deux grandes parties. Donc, procréer, c'est avoir des enfants. La première partie du cours parle de la fécondation, la deuxième partie du cours parle de la nidation et le démarrage de la grossesse. Dans cette séquence, je vais expliquer les principales étapes du voyage des spermatozoïdes leur permettant d'atteindre l'ovocyte 2. Ensuite, les principales étapes permettant à un spermatozoïde de pénétrer dans le gamète femelle et de le féconder. Donc, tout commence au niveau du fond du vagin. Au moment de l'éjaculation, un très grand nombre de spermatozoïdes est déposé au fond du vagin grâce à la verge ou le pénis de l'homme. Donc, en moyenne, environ 200 millions de spermatozoïdes vont se retrouver dans les voies génitales de la femme, donc dans ce cas, le fond du vagin. Il y a deux obstacles qui vont déjà rencontrer les spermatozoïdes: l'acidité caractéristique du vagin et le grand nombre de cellules immunitaires qui veillent au niveau du vagin pour empêcher la pénétration de corps étrangers tels que des microbes ou par exemple dans ce cas des spermatozoïdes qui sont considérés comme des corps étrangers par rapport à l'organisme de la femme. Donc des millions de spermatozoïdes seront rapidement tués par l'acidité et l'immunité féminine qui se trouvent au niveau du vagin. Les rescapés de ces premiers obstacles vont essayer de traverser la glaire cervicale, donc ce réseau de filaments qui est sécrété par l'endomètre du col utérin, le col de l'utérus. Donc c'est un réseau de filaments dont l'aspect est variable selon les phases du cycle. Si on est en période de fécondité, donc quelques jours avant et après l'ovulation, la glaire cervicale sera suffisamment perméable pour permettre le passage de certains spermatozoïdes. En dehors de la période de fécondité, aucun spermatozoïde ne peut traverser la glaire cervicale. Donc, je vais parler du cas où la glaire cervicale est perméable. Donc, nous sommes dans la période de fécondité. Cette glaire cervicale joue deux rôles très importants. La sélection des spermatozoïdes, ça veut dire que seuls les spermatozoïdes possédant une bonne structure et une bonne mobilité seront capables de traverser tout ce réseau de filaments de la glaire cervicale, plus un rôle de capacitation. Ça veut dire que la glaire cervicale va permettre de décrocher de la tête des spermatozoïdes une protéine, un masque qui cachait les récepteurs, les protéines de la surface de la tête du spermatozoïde, capable de s'attacher au récepteur du gamète femelle. Donc, je répète, les spermatozoïdes arrivent au niveau des voies génitales de la femme avec des glycoprotéines situées sur leur tête, masquées par une protéine. Ces glycoprotéines sont nécessaires pour reconnaître le gamète femelle, donc il est impératif d'enlever ce masque pour que la reconnaissance soit ensuite possible. Enlever ce masque, ce facteur de décapacitation, est l'un des rôles de la glaire cervicale. Donc, environ 1% des spermatozoïdes vont pouvoir traverser la glaire cervicale qu'on considère dans ce cas comme perméable. Donc, ces 1%, ce sont les meilleurs spermatozoïdes. C'est à peu près 2 millions de spermatozoïdes qui arrivent à survivre à l'acidité et l'immunité du vagin et à traverser la glaire cervicale. Vient ensuite un très long voyage où les spermatozoïdes vont remonter tout l'utérus. Cette remontée se fait au contact de sécrétion de la surface de la paroi utérine. Donc, je rappelle que la paroi de l'utérus renferme deux couches, une couche musculaire épaisse qu'on appelle le myomètre et une couche glandulaire fine, donc que je vais représenter ici en rouge, qu'on appelle l'endomètre ou bien la muqueuse utérine. Cette muqueuse utérine donc sécrète des substances chimiques qui vont faciliter la remontée des spermatozoïdes tout le long de l'utérus, mais cette remontée est très difficile, d'abord par la distance parcourue par les spermatozoïdes. En plus, ces spermatozoïdes remontent contre la gravité si la femme se trouve en position debout.
Donc, au fond de l'utérus, les spermatozoïdes qui ont pu traverser tout cet organe, vont se diviser en deux groupes. Il en reste seulement quelques milliers. Donc, quelques milliers de spermatozoïdes. Donc, certains spermatozoïdes vont pénétrer dans la bonne trempe où il y a un ovocyte 2 qui attend. L'autre groupe de spermatozoïdes seront donc perdus parce qu'ils ont choisi de pénétrer dans la trempe de Fallope ne contenant pas de gamètes femelles. Au niveau de la trempe de Fallope ou bien l'oviducte, la remontée devient encore plus difficile. L'espace interne dans la trempe est étroit. Il y a un courant de liquide sécrété par les différentes parties de l'appareil génital de la femme qui descend. Donc, les spermatozoïdes doivent remonter contre ce courant liquidien. Il y a en plus à la surface de la trempe des petits cils, donc des petits filaments qui ont, parmi les rôles de ces cils, il y a le nettoyage des voies génitales de la femme. Ces cils vont bouger contre la remontée des spermatozoïdes. Donc, sur les quelques milliers de spermatozoïdes qui arrivent à pénétrer dans la bonne trempe, environ une centaine, donc 100 spermatozoïdes, vont pouvoir finalement atteindre le tiers supérieur de la trempe de Fallope, donc là où attend l'ovocyte 2 pour que par la suite on passe à la fécondation. Donc je vais représenter la remontée des spermatozoïdes tout le long de l'utérus, donc au niveau de la trempe, et en arrivant finalement au tiers supérieur de la trempe qu'on appelle l'ampoule. Donc c'est une région élargie de la trempe de Fallope, spécialement conçue pour la rencontre des gamètes, leur fusion, la formation de l'embryon et les premières étapes de la division de l'embryon. Donc cette ampoule est accolée au pavillon, elle s'ouvre par le pavillon en contact étroit avec l'ovaire, et au niveau de l'ovaire, on a bien sûr le follicule rompu qui a libéré l'ovocyte 2, gamète femelle immobile qui va attendre au niveau de l'ampoule. Donc, on a terminé avec le voyage des spermatozoïdes. On va maintenant passer aux étapes permettant à un spermatozoïde de pénétrer dans l'ovocyte 2. Donc, je vais passer à ces schémas. Voilà donc de façon agrandie ce qui va se passer au niveau de l'ampoule suite à la rencontre des gamètes. Je rappelle que l'ovocyte 2 est une cellule entourée par plusieurs structures successives. D'abord, une couche de cellules folliculaires qu'on appelle les cellules de la corona radiata. Ensuite, la zone pellucide. Ensuite, un espace péri-ovocytaire, là où il y a le premier globule polaire déjà expulsé quelques heures avant l'ovulation. Il y a les granules corticaux. Pardon. Ces granules corticaux sont donc des petites vésicules qui sont situées dans tout le pourtour du cytoplasme et qui vont jouer un rôle très important dans un instant. Donc les spermatozoïdes, la centaine de spermatozoïdes qui ont atteint l'ovocyte 2 au niveau de l'ampoule vont essayer tous de traverser la couche de cellules folliculaires pour arriver à la surface de l'ovocyte 2 et réaliser la reconnaissance du gamète femelle. Mais ces cellules de la corona radiata vont attraper les spermatozoïdes par leur tête. Les spermatozoïdes seront donc piégés, attachés par leur tête. Ensuite, les cellules de la corona radiata vont se rétracter. Vous voyez donc que les cellules sont d'abord éloignées de la surface de l'ovocyte 2. En attrapant les spermatozoïdes, ces cellules vont se raccourcir en quelque sorte, donc se rapprocher de la surface de la zone pellucide et attirer les spermatozoïdes par leur tête vers la surface de la zone pellucide. On dit donc que les cellules de la corona radiata sont rétractées.
En se rétractant donc, voilà un premier spermatozoïde qui a essayé de passer entre les deux cellules de la corona radiata. Ce spermatozoïde va être attiré à la surface de la zone pellucide par la rétraction des cellules de la corona radiata. Et je vais ici expliquer qu'est-ce qui va se passer exactement lorsque le premier spermatozoïde arrive au contact de la zone pellucide. Voilà donc la zone pellucide, l'espace périovocitaire, les granules corticaux et le cytoplasme ovocitaire. Donc, sur la tête du spermatozoïde, il y a ce dont je parlais tout à l'heure, les glycoprotéines. Donc, ces glycoprotéines sont des substances, des molécules qui se sont attachées à la surface du spermatozoïde en traversant les voies génitales de l'homme. Ce sont des protéines produites par les vésicules séminales. Le spermatozoïde devient alors capable de reconnaître des récepteurs de la surface de la zone pellucide. Donc, j'ai représenté ces récepteurs en noir. Le spermatozoïde donc va attacher ces glycoprotéines aux récepteurs de la zone pellucide et ainsi donc on a réalisé une phase de reconnaissance des gamètes. Cette reconnaissance des gamètes est nécessaire pour s'assurer que ces gamètes appartiennent bel et bien à la même espèce. Donc, vous allez étudier plus tard dans le cadre du programme qu'il existe des barrières à la reproduction entre les espèces différentes. Donc, parmi ces barrières mises en place dans la nature pour empêcher des fécondations entre espèces différentes, très différentes, il y a justement des formes des récepteurs des gamètes qui ne peuvent être compatibles que si ces gamètes appartiennent à une même espèce. Donc, suite à cette phase de reconnaissance, va maintenant arriver le rôle d'une cavité qui se trouve au niveau de la tête du spermatozoïde, l'acrosome. Donc, que va faire cet acrosome? Suite à la reconnaissance des gamètes, vous voyez ici que l'acrosome du spermatozoïde s'est ouvert, il a éclaté, il a libéré des enzymes acrosomiennes, donc représentées par des pointillés bleus, enzymes acrosomiennes. Ce sont des enzymes très spéciales capables de dégrader très localement la zone pellucide. Je rappelle que la zone pellucide est une matière imperméable que les spermatozoïdes ne peuvent pas franchir, sauf en libérant leurs enzymes acrosomiennes. Mais ces enzymes ne seront libérées que suite à la phase de reconnaissance des gamètes. Il s'agit donc d'une cascade d'événements. Chaque événement va provoquer l'événement suivant et ainsi de suite jusqu'à finalement arriver à la pénétration du spermatozoïde. Donc, lorsque la zone pellucide est localement dégradée par le premier spermatozoïde assurant la reconnaissance, qui a donc terminé la reconnaissance, la membrane cytoplasmique donc, de l'ovocyte 2 va fusionner avec la membrane cytoplasmique du spermatozoïde et voilà donc la porte ouverte pour que deux éléments du spermatozoïde puissent pénétrer dans l'espace interne de l'ovocyte 2, donc à savoir son cytoplasme. Donc le noyau du spermatozoïde va pénétrer, suivi de très près par le centriole proximal qui a été aussi apporté par le spermatozoïde et qui va par la suite jouer un rôle essentiel dans les premières divisions de la cellule œuf, ensuite les premières divisions de l'embryon. Donc, je vais nommer les étapes que je viens d'expliquer. Voilà la réaction acrosomique et voilà la pénétration du spermatozoïde. On arrive à un moment essentiel d'une bonne fécondation, d'une fécondation qui s'est déroulée de manière correcte. Donc les granules corticaux que j'ai représentés dans tous les schémas et qui sont restés jusqu'à l'instant intacts, ces granules ne sont pas encore intervenus, suite à la pénétration donc du noyau et du centriole du spermatozoïde, tous ces granules corticaux vont subitement s'ouvrir vers l'extérieur. C'est un événement qu'on appelle l'exocytose. Donc, exocytose du
du granule cortical. Exo, ça veut dire extérieur. Cytose, ça vient de cyte, cellule. Donc, les granules corticaux vont libérer le contenu à l'extérieur du cytoplasme, dans l'espace péri-ovocytaire. Quel est ce contenu? Ce sont des enzymes corticales qui vont traverser la zone pellucide et détruire les récepteurs qui se trouvent à la surface de cette zone pellucide. Ça veut dire que l'ovocyte 2 va détruire ses propres récepteurs. Et pourquoi donc? N'oubliez pas qu'une centaine de spermatozoïdes ont atteint l'ampoule. Tous vont essayer de reconnaître le gamète femelle et de pénétrer dans le gamète femelle. Donc, suite à la pénétration d'un premier spermatozoïde, ces granules corticaux vont libérer leurs enzymes, détruire les récepteurs de l'ovocyte 2 et empêcher ainsi une nouvelle reconnaissance. Ça veut dire que grâce à ce mécanisme, on arrive à bloquer la pénétration de plusieurs spermatozoïdes. C'est ce qu'on appelle la réaction corticale et qui est donc obligatoire à la monospermie. La monospermie, donc, c'est ce terme qu'on utilise pour dire qu'un seul spermatozoïde féconde l'ovocyte 2, et c'est donc cette réaction corticale qui est nécessaire à cette monospermie. Donc, je vais arrêter au niveau de cette réaction corticale pour cette séquence, et dans la séquence suivante, je vais expliquer le reste des étapes qui vont se dérouler à l'intérieur de l'ovocyte 2 jusqu'à obtenir le zygote, et ensuite parler des premières étapes de la division du zygote.